démarrons dans quelques secondes par une table ronde sur le thème 10 ans de politique des transports, bilan et perspective, qui est aussi le thème du numéro 100. Le Grenelle de l'environnement, évidemment, a été un moment important. Alors on a cru, à ce moment-là, qu'on arrêterait de faire des autoroutes et des routes dans notre pays. Alors c'est vrai que avec la politique de concession, avec les engagements de l'État, on est passé d'un réseau autoroutier qui était quasi inexistant dans les années 60 et 70 à un réseau autoroutier qui maintenant est à la hauteur des autres pays européens et qui est même parfois supérieur. Mais on a quand même encore beaucoup de choses à faire, et donc dans le SNIT, on n'a pas refait de la route et de l'autoroute une priorité, mais on a, avec Jean-Louis Borloo, essayé de mailler tout ce qui manquait. Par exemple, si on veut aller de Nantes à Bordeaux, aujourd'hui, il faut passer par Niort, alors qu'on a une poursuite qui peut se faire au nord de Rochefort pour rejoindre la Vendée, qui est à la 831. Bon, donc on continue de faire des routes et des autoroutes. On a de l'argent dans les PDMI, qui sont les plans de modernisation des itinéraires routiers, mais je dois dire que, je suis aussi président d'un département, qu'aujourd'hui l'État est impécunieux, quels que soient d'ailleurs les gouvernements de demain, on aura les mêmes difficultés, et donc aujourd'hui tous les projets sont cofinancés. Quand on fait du développement routier, quand on essaye de finir cette fameuse RCEA, Route Centre-Europe Atlantique de La Rochelle, jusqu'à l'est de la France, enfin au centre-est de la France, on a des financements avec les régions, on a des financements avec les départements, et c'est vrai qu'on ne respecte pas vraiment les attributions issues des lois de décentralisation, et que moi, je suis président d'un département qui fait du ferroviaire, il y a des régions qui font beaucoup de ferroviaire, il y a des régions qui font du routier, beaucoup, tout le monde travaille sur ce type de priorité. Bon, la grande nouveauté évidemment en matière routière, ça a été l'accent mis par le président Chirac sur la sécurité routière. Vous savez qu'il avait deux sujets sociétaux au début de son deuxième quinquennat, le cancer, la lutte contre le cancer et la lutte contre la sécurité routière. Et c'est vrai qu'on peut être collectivement fiers, nous les Français, d'être passés de 8 000 aux alentours de 4 000 morts sur les routes, ce qui est encore énorme. L'objectif pour 2012, c'est 3 000. Je voudrais dire un mot du fret. Bon, c'est pas facile, le fret ferroviaire, surtout quand on vient de vivre une crise économique. Bon, tu avais, Jean-Claude, des objectifs ambitieux. Tout le monde a des objectifs ambitieux. C'est difficile de le faire. Le fret ferroviaire, Philippe Essig porte toujours avec beaucoup de talent un très beau projet sur le développement de l'attelage automatique. L'attelage automatique, quand j'étais gamin, quand je lisais dans la vie du Reich, mes parents étaient cheminots, que l'attelage automatique serait complètement installé dans l'Europe entière en 1970. On est en 2010 et l'attelage automatique concerne certains types de matériel voyageurs très peu développés dans le fret. Donc on voit bien qu'on a autant la technologie ferroviaire est devenue merveilleuse pour les automoteurs, tu parlais tout à l'heure de nouvel automoteur transilien, pour le matériel TER, pour le TGV naturellement, autant dans le fret ferroviaire, on n'a pas beaucoup évolué dans les technologies. Un triage d'aujourd'hui ressemble à un triage des années 60, sauf qu'à l'époque, à Villeneuve-Saint-Georges, on triait 4500 wagons par jour. Aujourd'hui, naturellement, on est loin de ces chiffres. Donc il y aura certainement beaucoup d'améliorations à apporter à la technologie dans le fret ferroviaire. Il y a deux sujets qui avancent bien. Un, c'est le fret à grande vitesse. Et mon collègue député du Val-d'Oise est un des porteurs de ce projet auquel on croit beaucoup, parce que c'est complètement idiot de faire EB à Roissy un avion de FedEx venant de Memphis pour mettre des marchandises pour aller à Bruxelles, à Lyon ou à Francfort, alors qu'on pourrait tout à fait le faire par un des systèmes de TGV fret à grande vitesse, comme il y a toujours des TGV postaux. Les autoroutes ferroviaires, c'est pas une affaire facile. Philippe Mongeard le sait bien, la bagarre qu'il mène et qu'il a menée pour développer le projet Bétambourg-Luxembourg, qui avait été lancé, qui est un projet intéressant, avoir les bons sillons, avoir pas trop de blancs travaux qui détériorent les sillons et qui empêchent la circulation des trains, avoir des clients et les avoir régulièrement toute l'année. C'est pas une chose facile. Le wagon LOR, c'est une merveilleuse invention, mais qui est qui est comme une technologie assez complexe et intéressante, mais bon, c'est pas simple.
On a l'exemple d'Étang en Bassano qui marche bien, on va l'élargir, ça va partir plus près de Lyon et ça va passer directement en Italie. On va essayer de saturer le Mont-Cenis ferroviaire avant de se lancer dans les grands travaux du Lyon-Turin, même si les descendries avancent, mais il faut au moins déjà saturer le tunnel existant. Et puis, on va faire Sud-Europe Atlantique, on va faire l'autoroute du fret ferroviaire atlantique. Alors là, je rejoins Philippe, c'est vrai que c'est pas facile, parce que pour faire l'autoroute, pour avoir des sillons entre Tours, entre Paris, ligne classique, Saint-Pierre-des-Corps, Poitiers, Angoulême, Bordeaux. Il faut d'abord qu'il n'y ait plus le TGV, donc il faut que la ligne Sud-Europe Atlantique soit achevée, et là on est fin 2016. Et il faut mettre au gabarit B1 tous les tunnels, il y en a une flopée à partir de Poitiers jusqu'à Bordeaux, il y en a 6 ou 7. Donc on va dans un premier temps utiliser un itinéraire détourné par Poitiers-Niort, Sainte, ancienne ligne de l'État, Paris-Bordeaux d'avant 1937. Mais tout ça, il faut aussi faire des investissements sur cette ligne. Donc on voit bien que sur un projet comme celui-ci, sans être pusillanime, on prend beaucoup de temps pour mettre en œuvre les choses. Et c'est vrai que les temps ont plutôt tendance à devenir plus longs qu'auparavant. Je me rappelle, Pierre Méniori avait décidé au SIACT d'avril 2087 une autoroute dans ma région que nous avons inaugurée en 1997. C'était 10 ans, ça paraissait déjà beaucoup, mais c'était les délais de l'époque. Aujourd'hui, toutes les nouvelles procédures environnementales, la concertation, le Grenelle en a rajouté également. C'est vrai qu'on est sur des délais naturellement un peu plus longs. Dans le renouveau du fluvial en France, c'est une affaire qui marche. Même en 2009, moment difficile, on a à peu près maintenu les trafics, à peu près. Quand on voit tous les projets actuellement sur la Seine, le développement des services entre Rouen, Le Havre et Paris, les projets sur la Saône et le Rhône, à partir de Mâcon et jusqu'à Fos, et au-delà par le fluvio maritime. Quand on voit le projet Seine-Nord, on s'aperçoit qu'il y a un vrai renouveau du fluvial en France. Et on voit bien dans le port de Gennevilliers, le port de Paris, il y a un grand port fluvial de Paris, on voit bien tous les trafics qui bougent, en particulier le trafic de conteneurs et tous les nouveaux trafics qui arrivent au fluvial. C'est vrai qu'on n'a pas encore bouclé tout à fait le financement, qu'il nous faudrait les départements, et en particulier sur les plateformes multimodales qui sont un des éléments qui permettent au projet de s'équilibrer financièrement en termes d'aménagement du territoire. Mais enfin, je pense que c'est parti. Et la réticence des ports fluviaux, des ports maritimes de Rouen et du Havre, en particulier les Rouennais, qui pensaient que Seine-Nord serait un avaleur de marchandises et un obstacle au développement du port de Rouen, sont complètement levés. Et on a même maintenant, on a tous les partenaires dans ce projet. Bon, je suis assez donc optimiste sur le fluvial. Sur le ferroviaire grande vitesse, on a à peu près 2000 km. Alors c'est vrai, quand on voit ce que vont faire les Chinois en quelques années, et ce qu'ils proposent maintenant à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, ils proposent le matériel. Soyons clairs, ils ont pris un certain nombre de technologies, pas Alstom, parce qu'Alstom a été méfiant, mais ils ont pris d'autres technologies. Ils proposent de faire l'infra, ils proposent de faire ce que faisaient les Japonais il y a encore quelques années seuls, c'est-à-dire le financement. Et donc sur des projets, moi je suis allé signer le projet argentin, Buenos Aires-Cordoba, qui a souffert de la crise et qui a été bloqué par Mme Kirchner pour l'instant, mais sur ce projet-là, ou sur le projet du président Lula de Rio à Sao Paulo, on voit bien que maintenant les Chinois, alors qu'on était quasiment les rois du pétrole sur ces projets, on voit vraiment les Chinois arriver et proposer la botte, c'est-à-dire le financement, l'infra et le matériel. Donc il va falloir se battre. Et je le dis très franchement, il faudra certainement que nos amis d'Alstom et de Siemens travaillent peut-être un peu plus ensemble, de se tailler toujours des croupières sur ce type de projet. On a signé la semaine dernière avec mon collègue allemand un protocole. On a repris une idée de Louis Nègre, le président de la Fédération des industries ferroviaires, sénateur des Alpes-Maritimes, de groupe de travail permanent franco-allemand, y compris avec les constructeurs ferroviaires. Il faut qu'on avance beaucoup plus groupés, les Européens, sur ces projets-là. Bon, en France, on va quand même faire 2000 km. C'est parti pour les travaux de prolongement du TGV Est de Baudrecourt à Strasbourg. Le pont de Kehl rénové permettra une bonne liaison avec Kehl, Appenweier, Offenburg rapidement. C'est parti pour Nîmes-Montpellier, on n'est pas loin de l'objectif. Et l'année prochaine, on devra avoir 3 chantiers ensemble, 4 chantiers en France. Le Rhin-Rhône, la première phase du Rhin-Rhône qui s'achève, Sud-Europe Atlantique qui démarre. C'est énorme, ça sera le plus grand chantier d'Europe, c'est une affaire de 8 milliards d'euros, c'est pas rien, avec un financement des collectivités locales et un partenariat avec le privé. On aura le TGV Est en chantier et on aura certainement un démarrage de Le Mans-Rennes qui est plus facile que Sud-Europe Atlantique parce que là les régions sont portées garantes du financement des collectivités infra.
Alors que dans le cas de Sud-Europe-Atlantique, il a fallu bâtir un financement avec 57 collectivités, y compris les collectivités qui ne seront desservies qu'après le tronçon Tours-Bordeaux réalisé, sont les collectivités de Midi-Pyrénées, d'Aquitaine et de Limoges, puisqu'il y a un projet d'une ligne de 115 km entre Poitiers et Limoges. Donc là, les choses vont assez bien dans ce domaine. Sur les transports en commun, bon, on est vraiment là dans un fantastique développement de toutes les villes de France. Les grandes agglos, on a parlé de l'agglomération francilienne, avec des projets de tramway qui vont démarrer aussi, qui vont se rajouter qui sont portés par la région et par le STIF, avec choix courageux d'un matériel en ayant un peu violé nos amis de la RATP, d'un matériel à pneus sur le T6. Bon, mais je crois que si on continue de dire qu'on ne le teste pas, alors la RATP nous dit oui, mais c'est un matériel qui n'existera peut-être plus. C'est vrai qu'il y a la mauvaise expérience Philippe de Caen et de Nancy, qui est difficile à porter pour les élus, les maires de Nancy pour le maire de Caen, mais en même temps, si on ne teste pas ces nouveaux matériels, on ne saura jamais s'ils ont une capacité à se développer. Ce qui me frappe maintenant, hein, c'est que on a du tram maintenant dans des villes où on ne l'attendait pas. Hein. Qui aurait pensé au Mans, même si c'est une ville très vaste en superficie, qui aurait pensé à Tours, à Angers. Donc on a sur le tram, sur le bus à haut niveau de service et sur les différents réseaux de bus, on a aujourd'hui un remarquable développement. Et là, le Grenelle va bien puisqu'il nous permet d'aider les projets prêts ou projets à venir. Bon, il y a bien sûr de la bagarre quand il s'agit de monter les financements entre l'État, les régions, les départements et les agglos. Sans les régions et les départements et les agglos, on ne pourrait pas financer les grands projets de TGV. Hein. Sans l'État, ça serait plus difficile pour les agglos de faire leur transport en site propre. Et c'est vrai que, je le disais au départ, chacun sort de ses compétences. Hein. C'est un peu la nouveauté de ces 10 ans, où finalement l'État intervient dans tous les domaines des transports. La réforme portuaire a été faite dans une opposition gauche-droite classique, mais quand même dans l'idée qu'il fallait poursuivre le travail qu'avaient mené Bianco et Le Drian, et finalement on est allé jusqu'au bout de la réforme portuaire. Et sur les grands projets, on voit aujourd'hui que sans des financements des régions, des départements à côté de l'État, on n'arrive pas à les bâtir, et que naturellement, et soyons clairs aussi, sans les partenariats publics-privés et sans les concessions, on ne pourrait pas non plus faire le réseau TGV qu'on est en train de préparer, et on ne pourrait pas parachever notre réseau routier. Donc je crois que tout ça nous amène les uns et les autres à beaucoup d'humilité dans l'appréciation politique qu'on peut porter sur les choses. Quand on interroge les Américains, ce qui fait les 3 qualités de la France pour venir y investir, ils répondent, ce qu'on attend tous, évidemment, nos vins, notre qualité de vie, nos châteaux, le Paris, etc. La qualité de l'éducation des salariés français, hein, ce qui est quelque part un hommage à un système éducatif qu'on décrit souvent beaucoup. Et enfin, la qualité de nos infrastructures. Et dans les infrastructures, on met aussi naturellement ce qui est venu à bon niveau en matière de haut débit, de téléphone, de réseau portable, etc. Voilà, donc je suis plutôt optimiste. Et donc pour le 200e anniversaire d'Infrastructure Mobilité, nous reviendrons avec Jean-Claude Guessot vous présenter le bilan des politiques que nous mènerons dans les années à venir. Merci, M.